Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde. Nous allons amorcer notre rencontre avec cette nouvelle concernant l'Égypte qui a exprimé son profond regret face à l'échec de la 11e conférence de l'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, à parvenir à un consensus sur un document final. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a estimé que cette conférence représentait une occasion importante pour réaffirmer l'engagement de la communauté internationale envers le désarmement nucléaire et le renforcement du régime de non-prolifération. L'Égypte a rappelé sa position constante en faveur de la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, soulignant que cette question constituait une priorité essentielle pour les pays de la région. Le communiqué a en outre appelé les puissances nucléaires à prendre des mesures sérieuses pour réduire leurs arsenaux nucléaires et avancer vers le désarmement complet. L'Égypte a souligné l'importance de respecter les droits des pays signataires du TNP à l'utilisation des énergies nucléaires à des fins pacifiques. L'Égypte a annoncé sa disposition à fournir un soutien médical et technique à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda pour faire face à la propagation du virus Ebola, alors que les autorités sanitaires africaines redoutent une extension régionale de l'épidémie. Le point. L'Afrique centrale reste sous haute vigilance face à la progression de l'épidémie d'Ebola liée au variant Bundibugyo, une souche particulièrement dangereuse du virus pour laquelle aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n'est actuellement disponible. Dans ce contexte, le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Ghaffar, a annoncé que l'Égypte était prête à fournir un soutien médical et technique d'urgence à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda afin d'aider les deux pays à contenir l'épidémie. Cette annonce a été faite lors d'une réunion ministérielle de haut niveau organisée par Africa CDC afin de coordonner les efforts africains face à cette crise sanitaire qui inquiète l'ensemble du continent. Le ministre a affirmé que le Caire était disposé à fournir des équipements de protection médicale, des médicaments, du matériel sanitaire, ainsi qu'une assistance technique et des expertises médicales pour soutenir les opérations de riposte. Selon les dernières données sanitaires, plusieurs centaines de cas suspects et plus de 80 décès ont été enregistrés dans la province d'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, principal foyer actuel de l'épidémie. L'Ouganda a également confirmé plusieurs cas importés depuis la RDC, y compris dans la capitale Kampala, poussant les autorités à renforcer les contrôles sanitaires aux frontières et les mesures de surveillance épidémiologique. L'Organisation mondiale de la santé a classé cette flambée d'Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale, avertissant un risque élevé de propagation régionale en Afrique centrale et de l'Est. Les experts sanitaires s'inquiètent particulièrement du variant Bundibugyo, considéré comme hautement létal et difficile à détecter rapidement, les premiers symptômes ressemblant souvent à une simple fièvre. Face à cette situation, plusieurs pays africains ont renforcé leurs dispositifs d'alerte sanitaire, tandis que la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont adopté un plan d'action conjoint visant à améliorer la surveillance frontalière et la coordination régionale. À travers cette initiative, l'Égypte réaffirme son engagement en faveur de la coopération sanitaire africaine et du soutien aux efforts continentaux pour faire face aux crises épidémiques et humanitaires. Du Maghreb à la Corne de l'Afrique, les pays africains à majorité musulmane se préparent à célébrer Eid al-Adha dans un contexte marqué par une forte mobilisation religieuse et sociale, mais aussi par des défis économiques liés à la hausse des prix et aux tensions sur les marchés. Le point. Les pays africains à majorité musulmane se préparent à célébrer l'Eid al-Adha dans une atmosphère mêlant ferveur religieuse, tradition populaire et préoccupations économiques croissantes. Dans la plupart des pays du continent, la fête va être célébrée les 27 et 28 mai selon l'observation du croissant lunaire et les décisions des autorités religieuses nationales. De l'Afrique du Nord jusqu'aux pays du Sahel et de la Corne de l'Afrique, l'Eid al-Adha demeure l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour des millions de musulmans. Cette célébration commémore le sacrifice du prophète Ibrahim et constitue un moment de prière, de partage et de solidarité sociale.
Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Mali, le Niger ou encore la Guinée, l'Aïd est largement connu sous le nom de Tabaski. Les marchés à bétail connaissent depuis plusieurs semaines une activité intense avec l'arrivée de milliers de moutons et de chèvres destinés au sacrifice de l'Aïd. Au Sénégal, notamment, les mesures des autorités ont renforcé les mesures logistiques et sanitaires pour assurer l'approvisionnement des marchés en bétail, alors que la demande reste très forte à l'approche de la fête. Au Nigeria, au Tchad et au Niger, les commerçants observent également une hausse importante des échanges commerciaux liés aux animaux, aux vêtements traditionnels et aux produits alimentaires. En Afrique du Nord, notamment en Égypte et au Maroc, en Algérie et en Tunisie, les préparatifs de l'Aïd mobilisent également les autorités et les marchés locaux. Les familles se préparent aux prières de l'Aïd, aux visites familiales et au partage de la viande avec les proches et les personnes dans le besoin. Mais cette année, la fête intervient dans un contexte économique particulièrement difficile pour plusieurs pays africains. La hausse des prix du carburant, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'augmentation du coût des aliments ont fortement affecté les prix du bétail et des produits de première nécessité. Dans plusieurs capitales africaines, des citoyens dénoncent le coût élevé des moutons et la baisse du pouvoir d'achat. Des économistes expliquent que les tensions internationales et la hausse des coûts du transport ont directement influencé les marchés africains à quelques jours de l'Aïd. Parallèlement, de nombreuses organisations humanitaires et associations caritatives ont lancé des campagnes de distribution de viande et d'aide alimentaire dans les régions touchées par la sécheresse, les conflits et l'insécurité alimentaire, notamment dans la Corne de l'Afrique et dans certains pays du Sahel. Au-delà de sa dimension religieuse, l'Aïd el-Adha reste ainsi un moment central de cohésion sociale et de solidarité sur le continent africain, malgré les défis économiques et humanitaires auxquels plusieurs populations continuent de faire face. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Sami Mandour, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, félicitations à vous et à tous les musulmans dans le monde entier à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kibir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Sami Mandour, et bonne fête à vous aussi. Tout d'abord, nous sommes conscients du fait de l'inflation cette année, les contraintes économiques qui s'imposent de par le fait de la situation géopolitique. Dans quelle mesure on pourrait adapter ça aux préceptes religieux, c'est-à-dire au fait d'avoir à faire le sacrifice? Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. En effet, dans toutes les pratiques culturelles et dans tous les actes d'adoration en islam, il y a toujours un sens social, il y a un sens sociétal. Et donc, si on a déjà parlé de mois du Ramadan, on a parlé de le monde d'Al-Fitr, puisque quand même, ça répond aux besoins des pauvres, des nécessiteux, des orphelins, de ceux qui ont dans le besoin au moment même juste après le mois de Ramadan. Et même aussi, quand on est dans les moments de pèlerinage, il y a deux sens en effet. Il y a des sens qu'on appelle de solidarité et de continuation et d'unité, de cohésion entre tous les musulmans dans le monde entier. D'abord, ça y est maintenant, tous les pèlerins, des musulmans qui sont venus du monde, de tous les pays du monde, sont maintenant sur le mont d'Arafat. Ils font les fêtements à Arafat. Et là, c'est une unificatrice, parce que ça unifie tous les musulmans dans le monde entier. Nous aussi, qui sommes ici en Égypte et dans tous les pays, regardent ces pèlerins et faire être comme eux dans le même lieu. Donc ça donne un sens d'unité, de solidarité et de considération entre tous les musulmans dans le monde entier. Les riches doivent rendre de leurs biens aux pauvres, et comme ça, cette unité fait produire normalement la solidarité. Et là, nous aussi, dans notre société, la société égyptienne,
les riches commencent à se préparer pour la fête de l'Eid al-Kabir, de sacrifice. Donc il y a deux devoirs à faire. Le premier devoir, il pourrait donner de l'aumône aux pauvres, aux orphelins dans ces moments-là pour répondre à leurs besoins, de point de vue vêtements, de point de vue à manger, de tous les besoins quotidiens. En même temps, il y a demain, Inch'Allah, demain, il y a le sacrifice, c'est-à-dire ceux qui ont la possibilité d'acheter un billet, un mouton, une vache, n'importe quoi. Donc, il va, normalement, il va égorger demain. Et donc, dans ce cas-là, ce sacrifice, cette sacrificielle qu'on doit égorger demain, on doit, là, comme la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on doit la distribuer en trois pieds. Le pied, l'un du pied de ce sacrifice-là, doit être donné, doit être accordé, non pas aux proches, non pas aux amis, mais en particulier aux porcelins, aux non-instituteurs, aux pauvres et aux gens qui sont dans le besoin dans le monde égyptien. Dans ce contexte-là, ces gens-là essayent de nous partager le sens de l'Eid et le sens de la solidarité et le sens de partage. Donc là, ça donne à la société un sens d'affection, d'amitié, de solidarité et d'amitié. Et tout simplement du bien, il doit régner parmi la société. On doit enlever, déraciner la haine, la rancune, l'envie et tout ce qui est mauvais. Oui, on doit les déraciner de cœur des pauvres et ainsi de suite. Voilà. Docteur Sami Manzour, vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le déficit commercial de l'Afrique avec la Chine a fortement progressé au cours des 4 premiers mois de 2026, atteignant près de 37 milliards de dollars dans un contexte marqué par l'intensification des exportations chinoises vers le continent et les répercussions de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Les détails. Nous allons vous laisser avec ce compte rendu. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fête à tous, très bonne fin de journée et à la prochaine. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique continuent de croître à un rythme soutenu, mais le déséquilibre commercial entre les deux partenaires se creuse davantage. Selon les dernières données publiées par l'administration générale des douanes chinoises, le déficit commercial africain avec Pékin a augmenté de plus de 48% entre janvier et avril 2026 par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 36,8 milliards de dollars. Durant cette période, les exportations chinoises vers les marchés africains ont progressé de 28%, dépassant 81 milliards de dollars. En parallèle, les importations chinoises en provenance du continent africain ont atteint environ 45 milliards de dollars, enregistrant une hausse plus modérée de 14,5%. Le volume total des échanges commerciaux sino-africains s'est ainsi élevé à près de 127 milliards de dollars en seulement 4 mois, confirmant le rôle croissant de la Chine comme premier partenaire commercial du continent africain. Cette hausse du déficit intervient dans un contexte international marqué par la poursuite des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Face au renforcement des barrières douanières américaines sur les produits chinois, les industriels chinois cherchent à développer davantage leurs exportations vers d'autres marchés, notamment l'Afrique. Les experts estiment cependant que cette dynamique accentue les déséquilibres structurels des échanges commerciaux entre les deux parties. Les exportations africaines vers la Chine restent dominées par les matières premières à faible valeur ajoutée, comme les minerais, le pétrole et certains produits agricoles, tandis que les exportations chinoises vers l'Afrique concernent principalement des produits manufacturés, des équipements industriels, des technologies électroniques et des solutions énergétiques. Pour tenter de réduire ces déséquilibres, Pékin a étendu depuis le mois de mai un système d'exonération douanière à l'ensemble des pays africains, entretenant des relations diplomatiques avec la Chine. Cette mesure permet théoriquement un accès sans droit de douane à plusieurs produits africains sur le marché chinois. Mais de nombreux économistes africains considèrent que ces mesures restent insuffisantes pour rééquilibrer réellement les échanges en raison du faible niveau d'industrialisation du continent et du manque de transformation locale des ressources naturelles africaines.
Plusieurs analystes mettent également en garde contre le risque de tensions commerciales croissantes entre certains pays africains et la Chine. Certains gouvernements pourraient être amenés à adopter des mesures de protection pour soutenir leurs industries locales face à l'afflux massif de produits chinois à bas prix. Dans ce contexte, le débat sur la souveraineté industrielle africaine et sur la nécessité d'accélérer la transformation locale des matières premières revient au centre des discussions économiques sur le continent.